On va changer complètement de sujet. On va passer à la technique. On va parler avec David, donc qui a fait un super boulot. Donc sur les serveurs RAG, les serveurs d'inférence, tout ce qui est écosystème autour de technique. Donc là, le juridique, on n'en parle pas, le philosophique, on n'en parle pas. On va vraiment mettre les mains dans le cambouis. Je te laisse la parole, monsieur David Allez, Romeuf. À allez, toi. Donc, bonjour à on est parti tous. sur combien de temps là? 10 minutes, 1 heure, 2 heures? Écoute, le temps, je sais pas. Je, je partage. Bon, il y a certaines choses où je vais passer assez vite, hein. Alors là, j'ai partagé mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, à peu près. Hop, Ouais. c'est bon. Alors, voilà. L'idée, c'est un petit peu. Alors, tout ça est né en fait du fait qu'on on est un peu en auto-formation depuis 2 ou 3 ans sur les nouveaux outils d'IA. Et donc, évidemment, on suit l'actualité, on voit arriver des tas de produits, on a envie de les tester. Et puis, quand on les teste, évidemment, on tombe devant tout un tas de paramètres, de nouveaux termes. Et donc, du coup, typiquement sur les RAG, eh bien, en fait, je me suis posé des tas de questions que j'ai essayé de résoudre au fur et à mesure, du moins de comprendre, de s'auto-former à tout ça. L'idée, c'était de pouvoir tester plusieurs systèmes de RAG et plusieurs configurations. Voilà. Alors, bon, je pense que vous connaissez tous la différence. Donc, au niveau du RAG, par exemple, l'idée, c'est d'avoir une IA que l'on peut requêter en langage naturel et récupérer des données, des connaissances à partir de documents, etc., etc. Donc il y a deux, en fait, il y a deux voies. Il y a le fine-tuning ou le RAG. Donc le fine-tuning, c'est on va partir d'un modèle qui existe déjà, qui a déjà été formé, et puis on va le compléter en quelque sorte, on va le reformer et le compléter sur un domaine. Mais ça, bon, évidemment, c'est très coûteux et ça demande beaucoup de ressources. Et on a donc le RAG, c'est de la récupération de données. Donc là, l'idée, on va créer une base de connaissances avec tout un tas de fichiers, hein, de textes, etc., etc., qui ensuite va pouvoir être requêté en langage naturel. On va pouvoir faire des demandes en langage naturel et récupérer des informations sur toutes ces données. Et donc, voilà, alors l'analogie avec le cerveau humain, on pourrait dire que le fine-tuning de cervelle, c'est l'apprentissage profond et spécialisé comme un expert qui maîtrise parfaitement un domaine après des années d'études. Et le RAG, c'est l'accès rapide à des connaissances externes, comme un chercheur consultant des bases de données, des articles scientifiques pour répondre à une question. Bon, enfin, ça, vous connaissez tous tout ça. Euh, donc, euh, alors, je vais passer à la fin. Donc, effectivement, c'est plutôt un exposé technique. Bon, mais c'est quelque chose qu'on fera après. Donc, vous voyez, c'est les questions que se pose un technicien qui met en place tout ça. Voilà. Donc, on va arriver à la conclusion. Quand j'ai dit qu'il y Euh, avait beaucoup de slides, je ne vous ai pas menti, hein. voilà. Voilà, donc en fait, là je vais vous présenter les résultats d'une évaluation de 4 systèmes de RAG sur une conversation de 15 questions. Alors, le but, donc, c'était de constituer et maintenir une base de connaissances bibliographiques évolutive dans un domaine donné. On doit pouvoir augmenter ou retirer facilement des connaissances rapidement, ajouter des publications, en retirer, etc., quand elles sont dépassées. Pouvoir extraire des informations et connaissances, des analyses pertinentes de cette base à l'aide de questions ou instructions en langage naturel. Donc, une solution, un système RAG. Donc, on a tous entendu parler de ça. Le problème du système RAG quand on débute, quand on se lance là-dedans
et qu'on voit toute l'activité qu'il y a sur Internet. On en voit plusieurs. On voit des tas de termes qu'on ne connaît pas forcément, donc on s'auto-forme et tout ça. Donc le but, c'est de comprendre et configurer les différents paramètres, toutes les options disponibles à activer ou positionner les curseurs dans les fameuses options, les paramètres, quelle valeur paramétrer, quelle cervelle numérique utiliser. Donc, c'est une approche de configuration progressive par l'expérience. Alors, voilà, alors, j'ai prévu de faire une petite démo tout de suite. Alors voilà, donc sur ma machine, donc j'ai une machine là, sur laquelle je suis actuellement. C'est une machine Windows 11. Donc j'utilise WSL, c'est un Linux, hein, c'est une machine virtuelle Linux dessus. Et là, j'ai des terminaux. Donc, vous voyez que j'ai un terminal sur une console de OpenWebUI dont on va parler. Ça, c'est sur le Chromium. Un terminal sur un moteur d'inférence qui s'appelle Olama. Un terminal sur un système RAG qui s'appelle Kotaemon. Un autre terminal sur un autre système RAG qui s'appelle RAGflow. Un terminal sur un moteur d'inférence qui s'appelle VLLM, voilà, un deuxième, et encore un autre terminal sur un autre système RAG qui s'appelle Verba. Alors OpenWebUI, donc ça vous connaissez tous. Donc je vais afficher voilà, les systèmes RAG que j'ai testés. Alors là, vous avez un visuel sur Kotaemon. Là, vous avez un visuel sur OpenWebUI. Là, vous avez un visuel sur RAGflow. Et là, vous avez un visuel sur Verba. Alors, on va commencer par exemple, OpenWebUI que vous connaissez sans doute déjà tous. Alors, le système est assez simple. C'est un outil qui s'installe très facilement. Hein. Tout ça tourne sur ma machine. Hein. Ma machine, c'est, vous voyez, c'est un i9 avec 64 Go de RAM et un petit GPU RTX A3000. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très puissant. Donc, on commence par évidemment configurer l'outil, enfin, le système de RAG. Donc là, dans OpenWebUI, la première chose à faire, c'est d'aller ici dans Admin Setting, dans Documents, par exemple, où on va spécifier un certain nombre de paramètres dont on parlera plus tard, le chunk, le modèle d'embedding, la cervelle pour l'intégration, et puis un modèle de re-ranking, par exemple. Voilà, donc ça c'est important. Et puis ici, dans connexions, on va spécifier ici des connexions directes sur des API OpenAI, par exemple, en local avec Olama. Olama, ça tourne sur une petite machine, pas de problème aussi. Et ou des connexions directes. Voilà, donc c'est tous ces systèmes-là, tous les RAG que j'ai pu tester fonctionnent un peu sur le même mécanisme, c'est-à-dire que on peut spécifier donc soit des grands LLM auxquels on accède par API, soit des moteurs d'inférence qu'on va faire tourner assez localement, en fait, avec des petits modèles ou des grands modèles si on dispose d'une machine assez puissante pour les faire tourner. Voilà. Donc après, deuxième chose au niveau du RAG, donc ils fonctionnent tous à peu près de la même manière. Donc là, on est dans OpenWebUI, vous voyez, vous avez base de connaissances. Et donc, vous pouvez créer des bases de connaissances dans lesquelles vous allez introduire un certain nombre de documents. Donc là, il s'agit de PDF. Donc, il y en a 108 là, dans ce cas-là. Ça, ce sont des articles, en fait, des articles scientifiques dans le domaine de l'astronomie. Voilà. Donc, une fois qu'on a constitué des bases de connaissances, on peut créer des modèles. Donc, les modèles, ça correspond un petit peu à MyGPT. Je sais pas si vous avez déjà utilisé des MyGPT. Alors, si par exemple, j'ouvre celui-là, voilà. Non, ici, voilà. Donc, on lui donne un nom.
on lui configure un LLM génératif, avec lequel on va converser. On peut lui indiquer un prompt système, etc., etc. Et on lui précise une base de données, avec laquelle il va se référer, d'accord, sur laquelle il va aller chercher les informations. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé ce modèle, ce MyGPT, en fait, en quelque sorte, ce petit chatbot de conversation, on va dedans et on peut, à ce moment-là, faire une requête. Donc là, tout simplement, c'est quoi les caméras WAC et NAC dans le contexte de la sonde spatiale Rosetta, admettons, hop, point d'interrogation, et hop, c'est parti. Donc, il va nous générer une réponse en consultant tous les documents qui sont dans la base de connaissances. Enfin, en consultant tous les documents, non, en allant rechercher ce qui lui paraît le plus intéressant, pertinent, par similarité. Bon, voilà. Donc, alors on va passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc Kotaemon, voilà, donc là il est en train, voilà, OpenWebUI est en train de nous générer une requête. Vous voyez ici qu'il a été chercher ces 3 articles, plus 2 autres, voilà. Donc il a été chercher sa réponse plutôt dans ces 3 articles. Alors après, on va voir, il y a tout un tas de mécanismes de reclassement, etc., etc. Et il nous fait une réponse plutôt très jolie, hein, à mon goût. Donc voilà. Alors après, donc ça c'est OpenWebUI. Kotaemon, donc c'est un autre système de RAG que l'on peut télécharger, installer sur sa machine sans problème. Donc là, ça fonctionne à peu près de la même manière. Vous avez des settings. Là où vous définissez des ressources, ça c'est la ressource en fichier. Les LLM que vous allez donc le LLM génératif que vous allez utiliser. Donc là par exemple, vous voyez, je l'ai configuré pour utiliser Ollama en local, vous voyez, sur ma machine, d'accord. Et sur ma machine, je lui fais utiliser Gemma 3 27B. Vous avez pareil avec l'embedding. Donc l'embedding, même chose. Là, j'ai configuré Kotaemon pour aller taper sur ma machine, sur Ollama sur ma machine, et avec le modèle d'embedding BGE M3. Voilà, le re-ranking, etc., etc., etc. Après, vous pouvez charger des fichiers. Voilà, donc ça, c'est les mêmes fichiers que j'ai chargés sur OpenWebUI. Et puis, vous avez ensuite, dans le chat, là, vous pouvez filtrer les fichiers par des tags, où là, vous voyez, je fais un cherche sur all, et vous posez la question, vous avez donc la réponse, toujours pareil, qui est très très bonne, avec ici des accès directement aux morceaux, aux chunks, hein, voilà, etc., etc. Donc, bon, on va donc RAGflow aussi, pareil, base de connaissances, c'est exactement la même chose, ça marche avec des bases de connaissances, et puis des chats comme MyGPT. Là, j'ai posé la même question. Vous voyez, il se base sur d'autres articles. Verba. Verba qui peut tracer aussi des cartes mentales. Donc là, je ne sais pas si je lui avais fait tracer des cartes mentales, mais vous avez des options pour tracer des cartes mentales. Ah non, je dis une bêtise, c'est sur Kotaemon les cartes mentales, je dis une bêtise. Voilà. Donc, je reviens hop, à la présentation. Voilà donc les plateformes que j'ai testées. Parce qu'au départ, en fait, je me disais, en fait, finalement, quelle est la meilleure plateforme? Alors, ça, c'était des copies d'écran en cas où ça ne marche pas. Hop, on passe. Alors, le but de la comparaison des configurations et des systèmes RAG, donc l'idée, c'était d'évaluer les réponses de plusieurs systèmes RAG avec une même conversation qui enchaîne 15 questions. Donc, les mêmes 15 questions dans chaque conversation.
Donc, évaluer plusieurs configurations et paramétrages de système RAG en fonction du nombre de documents dans la base de connaissances. Alors, vous verrez, je l'ai fait avec 3 documents principaux et ensuite 108 documents. En fait, l'idée, c'était de voir s'il était capable de me sortir l'aiguille dans la meule de foin. De la stratégie de découpage des documents, donc le chunking. Alors là, ça, c'est des grandes questions que l'on peut avoir. Bien souvent, on utilise les valeurs par défaut. De la cervelle d'intégration, donc l'embedding, laquelle est la meilleure. Voilà. Alors moi, il se trouve que c'est des documents en anglais, mais je voulais faire des requêtes uniquement en français pour voir s'il comprenait bien les requêtes et s'il arrivait bien à trouver des similarités sans aucun problème comme ça. Voilà. De la cervelle de reclassement, le re-ranking, ça c'est important aussi. Du LLM de génération de la réponse, ça on va voir que c'est important aussi. Et puis des fonctionnalités particulières de chaque système. Alors les outils utilisés. Donc j'ai fait des tests avec Azure GPT-4o API, DeepSeek V3 API, les LLM locaux utilisés Mistral Small 24B, Gemma 3 27B, DeepSeek R1 27B, Qwen 2 5 14B. Les modèles d'intégration que j'ai utilisés, ADA 002, donc ça c'est OpenAI, BGEM3 en local, Multilingual E5 donc en local, Snowflake Arctic en local, et puis Jinai Embedding V3. Là, c'était aussi en local. Alors, les modèles de reclassement que j'ai pu utiliser dans mes tests, donc BGE Ranker, V2M3, Mono T5 Large MS Marco, Coher, Jinai Ranker V2, base multilingual. Les moteurs d'inférence utilisés, donc j'ai utilisé Ollama et VLLM et évidemment aussi des requêtes API sur les grands LLM. Et la plateforme RAG, les plateformes RAG, Koteamon, OpenWebUI, RAGflow et Verba. Voilà. Alors, dans la base de connaissances, alors j'ai donc, pour faire ces tests, utilisé des articles scientifiques en anglais, parus dans des grandes revues spécialisées en astrophysique et le domaine spatial. Il se trouve que c'est une de mes activités. Donc j'ai testé avec 3 articles principaux et ensuite, pour, comme je vous le disais, l'aiguille dans la meule de foin, j'ai noyé toute la base de données de 108 articles, mais c'est un peu biaisé mon test parce que ça reste quand même des articles du sujet. Hein, voilà. Mais disons que c'est quand même intéressant de le faire. Alors, bon, je vous passe les articles. Ça, c'est un article qui traite de la morphologie de surface de la comète 67P. Ça, c'est un article qui traite des cavités, en fait, ce qu'on appelle des sapes sur tous les corps du système solaire. Et puis ça, c'est un article donc, qui traite de la détection de cavités glacées sur la comète 67P, dont je suis co-auteur. Voilà. Alors, après, les types de fichiers, donc j'ai envoyé que des PDF, parce que là aussi, dans ces systèmes de RAG, il y a toute une... il y a toute un peu une discussion sur quel fichier on envoie, du Markdown, du PDF, du DocX, du Doc, du Excel, etc., etc. Là, c'est tout du PDF. Et voilà les 108 articles que j'ai ajoutés dans ces bases de données. Alors, les questions de la conversation, donc uniquement en langue française pour tester la compréhension, la similarité sémantique de la requête par l'embedding configuré et utilisé dans le système RAG. Et puis, donc l'enchaînement des questions dans le même contexte de la conversation, même contexte, d'un bloc, j'envoie 15 questions à la suite. Voilà. Et dans quelques cas, je me suis dit, ça y est, il est à ras-bord. Donc, je fais des blocs de questions dans des contextes différents. Alors, les 15 questions, les voilà. C'est quoi les caméras WAC et NAC, répond en français. Et sur Rosetta, sont-elles équipées de filtres si oui, donne une liste. Combien d'images NAC et WAC ont été utilisées pour créer le modèle photogrammétrique de 67P? C'est quoi un Subsurface Access Point sur une comète? Et un SAP? Alors, en fait, c'était pas innocent, la question 5 et 6, parce qu'il avait du mal à associer Subsurface Access Point et SAP et cavité.
Voilà, donc tu n'as pas une publication dans ta base avec détection de sable sur une comète, et dans l'article, etc., etc., comment sont nommés ces sapes, voir s'il arrive à retrouver les noms. Qui sont les auteurs de l'article? Alors là aussi, pareil, ça c'est une question que j'ai ajoutée parce que bah, vous avez des configurations où ils vont vous sortir tous les auteurs de tous les articles qui ont été cités, et puis, et puis d'autres configurations qui vont mieux marcher, qui vont sortir vraiment que les auteurs de la publi. Quelles sont les structures géologiques identifiées sur la surface d'une comète et plus particulièrement 67P? Voilà, donne la liste la plus complète possible bon, pour voir si effectivement c'était bien complet. Peux-tu me dresser une liste des corps du système solaire où les sapes sont détectés et confirmés? Quelles sont les découvertes présentées dans l'article de détection? Voilà. Quels sont les apports de l'article? Le jet transitoire, parce que des fois il oubliait un jet transitoire, jet de comète. Le départ du jet transitoire de la cavité B est-il corrélé à la durée d'insolation? Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est le jeu de 15 questions. Donc, je suis parti avec mes 15 questions et puis je faisais varier les paramètres dans les systèmes. Ça devenait rapidement fastidieux. Au début de l'expérimentation, donc j'ai noté de 0 à 5 chaque réponse de question en comparant les mêmes réponses de la même question sur les 5 configurations différentes. Alors, quand vous avez, bon, vous êtes tous plus ou moins enseignants, donc vous savez, vous avez 5 réponses de 5 élèves différents. Vous allez les comparer. Quand vous en avez 5, c'est faisable. Quand vous en avez 10, ça devient un peu plus compliqué si on veut le faire, surtout quand il y en a 15. La taille de la matrice augmente. Mais je suis arrivé à 50 configs différentes, fois 15 questions, ça faisait 750 questions à évaluer différents à la main. Donc, c'était un travail qui devenait, pour moi, infaisable. En tout cas, j'étais plus capable de le faire de manière, on va dire, homogène et sérieuse. Hein. Alors, après, donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, l'homme est plus vraiment capable de le faire. On va essayer d'utiliser la machine. Donc, du coup, j'ai créé une matrice de critères de notation avec à l'aide de deux LLM, donc GPT-4o et puis Gemini 2.5. Et cette matrice de notation, elle est stockée dans un fichier Excel qui sera parcouru par un petit code Python. Bon. Alors, voilà par exemple un exemple. Alors, je ne sais pas si Laurence de Villers est encore là, mais voilà un prompt donc, qui est sans doute perfectible. Hein. Donc, voici 3 articles scientifiques dans le domaine de l'astrophysique que tu dois analyser en profondeur. Donc, par la suite, je vais te demander des critères d'évaluation pour noter de 0 à 5 les réponses d'un système RAG dont la base de connaissances est constituée de ces 3 articles. Et donc, à Gemini 2.5, je lui ai formulé cette demande et j'ai téléchargé les fameux 3 articles principaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il s'est mis, voilà, à analyser tout ça et à me sortir des points communs entre les 3 articles. Donc, je vous ai mis là, on ne va pas tout détailler. C'est assez bluffant. Quand je lisais ça, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et surtout, c'est-à-dire que si vous voulez faire ça vous-même, vous allez mettre 2-3 heures, admettons. Lui, il vous sort ça en 5 secondes. Quoi. Donc, c'est là, moi, où je trouve pour moi, l'intérêt de tout ça, c'est vraiment un assistant qui aide à gagner du temps. Mais ça, je pense que vous êtes amplement convaincu de l'affaire. Alors après, voilà, donc là, j'ai fait une série de prompts pour lui demander des critères de notation pour chaque question en fonction des 3 articles que je lui avais téléchargés. Donc ça, c'était à Gemini 2.5. Hein. Donc le prompt donne une liste d'items, de points fondamentaux, de précision, d'argumentation dans les 3 articles pour évaluer la question posée au système RAG. C'est quoi les caméras Wakenak? Répond en français. Donc ça, je l'ai fait pour les 15 questions. Alors voilà un exemple de réponse. De grille d'évaluation. Donc 0, la réponse est totalement incorrecte, hors sujet ou ne mentionne pas les caméras. 1, mentionne vaguement les caméras mais n'indique pas. 2, identifie correctement les voilà, etc., etc. 3, un score de 4, un score de 5, etc., etc. Là aussi, donc évidemment, il faut les relire. Hein. Il fallait faire une relecture en fait de ces grilles de notation, ces critères de notation, mais j'ai trouvé quand même assez bluffant.
J'ai modifié quelques passages, mais c'était quand même assez bluffant d'entrée, hein. Voilà, donc là, c'est encore un autre exemple de grille de notation pour une autre question. Bon, on ne va pas les détailler, mais il y a tout un tas de critères euh, qui sont bien, je trouve, intéressants. Alors, voilà, donc ça, c'est encore une autre grille de notation. On va passer. Alors, en résumé, Gemini 2.5, je l'ai trouvé d'une grande aide pour établir la grille de notation, parce que finalement, j'ai modifié quelques petits passages, mais pas tant que ça. Alors, j'avais prévu d'ouvrir à parcours le fichier Excel pour les participants. Donc, la grille de notation. Bon, attendez, il faut que je la retrouve dans mon. Toc, 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 toc. Ça doit être ça. Voilà. Donc en fait, j'ai donc copié-collé, comme dirait Laurence de Villers, euh, et modifié quand même un peu. Dans un fichier Excel, toutes les grilles de notation qui ont été proposées par le LLM. Donc vous avez les questions en haut, hein, ça ne bouge pas. Voilà. Et là, vous avez les grilles d'évaluation. Et ça, c'est dans un fichier Excel. Alors, des grilles d'évaluation dans ce fichier Excel, vous voyez, j'en ai deux. J'ai celle avec Gemini 2.5 et puis celle avec GPT-4o. Voilà, je l'ai fait avec deux grands LLM différents. Bon, alors après, le petit script Python va venir chercher dans chaque cellule là pour faire des requêtes en fait sur DeepSeek la plupart du temps pour évaluer, hein, en fonction de ces critères, selon des prompts. Alors, hop. Alors, création d'un petit code Python qui agit un peu comme une sorte d'agent, en fait, hein, en quelque sorte, euh, pour noter avec DeepSeek V3 API. Le code Python donc, charge le fichier Excel des critères de notation de chaque question. Toutes les réponses aux requêtes des 50 paramétrages des règles testées sont stockées dans un fichier Excel. Le code Python parcourt cette matrice de config réponse et demande leur évaluation selon deux prompts. Donc l'un pour me sortir une argumentation de l'évaluation selon la directive et l'autre pour évaluer selon la grille de notation. Voilà, avec une note maximale donc de 15 questions multipliées par 5 points sur 75 points. Voilà. Et ensuite, évidemment, tous les argumentaires et notes obtenus pour chaque question, dans chaque conversation, sont enregistrés dans un fichier Excel pour récupérer tous les résultats de ces évaluations. Voilà. Donc, le petit code Python, bon là, vous voyez, c'est dans l'IDE Spider, donc que vous connaissez sans doute. Voilà, j'utilise la bibliothèque là, pour aller faire une requête sur DeepSeek. Donc, c'est la bibliothèque OpenAI, hein, tout simplement. Et puis, bon, l'exécution du code est ici, voilà. Et ensuite, je vais chercher mon fichier Excel. Alors, un exemple de prompt à DeepSeek qui a été adressé à DeepSeek V3 pour obtenir l'argumentaire de la notation pour la configuration 1 et la question 1. Donc là, le contexte, les consignes, le critère de notation, c'est la fameuse grille de notation que je lui fais passer, et la question à évaluer qui sort de la config 1, question 1. Voilà, donc là, j'ai mis en rouge ce qui est le plus important, on va dire. Donc, évaluer la réponse dans les consignes. Donc, évaluer la réponse en fonction des critères suivants. Compréhension de la question, exactitude des informations, la complétude, la clarté, la profondeur de l'analyse et la pertinence. Voilà. Procéder pas à pas, attribuer une note finale entre 0 et 5.
Bon, je prétends pas que le prompt est parfait, hein, on doit pouvoir sans doute l'améliorer, il est perfectible, mais ça a marché, ça a fonctionné plutôt pas mal. Alors, un exemple de réponse argumentée. Donc là, il a attribué une note de 2,5 sur 5. Donc, compréhension de la question, 3 sur 5. La réponse identifie correctement la NAC comme narrow angle caméra et mentionne la WAC, etc., etc. L'exactitude des informations, la complétude, la clarté, 3 sur 5, la profondeur de l'analyse, la pertinence. Voilà. Euh, Exemple de deuxième prompt pour avoir la note globale. Donc là, bah, c'est la même chose, hein, sauf que la variante, c'est attribue une note finale de 0 à 5 en tenant compte de tous les critères de la grille de notation. Donc là, je l'ai forcé à bien tenir compte de tous les critères de la grille de notation qui sont ici. Voilà. Euh, et l'exemple de sortie attendu affiche uniquement la note finale. Je ne voulais que la note finale. Voilà. Donc, en fait, ce prompt-là me retournait 3.0. J'ai mis ça parce qu'en fait, dans tous les tests avec les petits langages de modèles décimés, du Milstra Small ou du Qwen 2.5, 12B, etc., etc., il a parfois du mal à comprendre ce qu'on veut vraiment en sortie et filtrer tout ça en sortie. Là, avec DeepSeek, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Ça, il comprend vraiment bien, hein. Et j'ajoute en plus que DeepSeek euh, est vraiment pas onéreux. Je suis surpris, vu le nombre de requêtes et le nombre de tokens que j'ai envoyés dessus, du prix que j'ai payé. C'est-à-dire que, en gros, là, je pense que pour tout ce run, ça m'a coûté 50 centimes d'euros. Hein, donc c'est quand même très intéressant. Alors, après, il fallait évidemment que je vérifie la reproductibilité de la notation. Donc, parce que ça, je me disais, si tu lances un run d'évaluation et que tu lances un autre run après derrière, si tu as des évaluations qui sont complètement différentes, eh ben, ça va pas. Donc, alors là, la reproductibilité, elle est très, très bonne, hein. Vous voyez les écarts en rang, bon, l'écart type moyen et l'écart type moyen sur les notes, donc est vraiment très faible. Alors, l'analyse des résultats, voilà, on en vient à la partie, on va dire, intéressante. L'analyse des résultats, donc, en gros, j'ai à peu près mis 1 heure pour analyser ce tableau-là. Voilà. Donc, ce tableau-là, en fait, vous avez ici donc le système RAG. Enfin, c'est une configuration, hein, une configuration donc testée. Le système RAG, vous avez ici, si ça porte sur 3 articles ou 108 articles, vous avez le type de chunking en fait utilisé, la cervelle d'embedding, Raptor, donc ça c'est un petit outil encore proposé par Rackflow, euh, le LLM génératif. Voilà, et donc ici, vous avez le rang, la note globale, voilà, vous avez les notes des 15 questions, la note globale obtenue et le rang. Voilà, donc si on regarde dans le classement, donc une fois qu'on trie par rang, ben on s'aperçoit que celui qui a eu la meilleure note avec 66,5, eh ben c'est la plateforme Kotaimon sur 3 articles, avec BGEM3 comme cervelle d'embedding, avec un chunking de type caractère, avec le LLM génératif DeepSeek, en raisonnement simple, et avec une cervelle de re-ranking qui est celle de Coher. Voilà. Donc, voilà toutes les configurations qui ont été testées et classées. Alors, je vais vous donner un petit peu les résultats et je voulais vous faire voir ce graphique-là. Donc là, en fait, vous avez les rangs
et vous avez les notes obtenues. Alors, on voit bien que bon, les plus mauvais résultats, hein, le rang 51, il est ici. On voit bien qu'en fonction de toutes les configurations que j'ai pu tester, on a un peu un régime linéaire là. Voilà, voilà. Et puis d'un seul coup, bah, ça devient plutôt très bon et avec une autre pente. D'accord? Donc il y a un truc là il y a quelque chose dans la configuration qui fait que ça devient vraiment meilleur. Alors, hop. Donc, l'analyse des résultats. Donc, aucune configuration n'obtient la note maximale de 15 par 5 égale 75. Donc, avec une excellente reproductibilité de notation entre les runs 2 et 3. Donc, on voit que il n'y a aucune configuration qui a obtenu 75. On n'est pas loin, on est à 66. Hein. Bon, alors à partir environ du 10e rang de configuration, la courbe des notes globales progresse plus rapidement que le régime quasi linéaire des rangs 11 à 50. Il y a un net progrès grâce à un élément de configuration. Donc, l'observation générale, donc les meilleures performances des RAG sont avec une base de connaissances de 3 articles et pas 108. En effet, si on regarde d'ici le classement, vous voyez, les premiers rangs, 3 articles, 3 articles, 3 articles, 3 articles, mais déjà, au rang 5, on a une configuration avec 108 articles. Donc, c'est pas si critique que ça. Donc, le test, on va dire, de l'aiguille dans la meule de foin est quand même plutôt probant. Voilà. Le premier article avec les 108 articles au rang 5, c'est qui est très bon pour le test de l'aiguille dans la meule de foin, je vous l'ai dit. Voilà. Et alors, c'est un peu logique aussi parce que la grille de notation porte surtout sur les 3 premiers articles, hein, les 3 premiers articles principaux. Alors, les meilleures réponses sont obtenues avec des grands LLM. Alors ça, voilà, c'est ça en fait qui est dans les tests que j'ai réalisés, tous les différents tests. On voit très nettement des réponses bien meilleures, bien plus riches quand on utilise donc un grand LLM. Hein. Donc, ce que j'appelle grand LLM, c'est DeepSeek V3 ou GPT-4o. Plutôt que des petits LLM 2 milliards de paramètres, 5 milliards de paramètres, ou des choses comme ça, où là vraiment ils sont à la peine. Mais Mistral Small 24B en local apparaît déjà au rang 9 sur 50 avec le système de RAG Verba et un chunking de 250 tokens. Alors, donc si je projette le résultat ici, donc vous voyez Verba ici, le LLM génératif que j'ai utilisé, donc c'est Verba avec 3 articles, un chunking des documents de 250 tokens, d'accord? J'ai utilisé la cervelle d'embedding Snowflake et donc le LLM génératif pour générer les réponses. C'est Miltrasmol 24B. Donc, il apparaît au rang 9, c'est-à-dire qu'il est quand même, il est par là, il est au début de l'inflexion de la courbe. C'est quand même pas bien. Parce que finalement, avec Miltrasmol, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse machine pour se faire un RAG sur son PC. C'est très largement faisable. On arrive quand même à des bons résultats. Hop. Alors, les modèles d'intégration E5, BGE, M3 et Snowflake ne semblent pas si sensibles que ça à la requête en français sur les données en anglais. Les similarités là, pour la récupération, donc elle est bonne, elle est même plutôt très bonne. Et les 3 modèles apparaissent dans les 10 premiers rangs. Donc, du coup, ça, c'était une grosse question que j'avais. Et puis également, vous connaissez sans doute la MTEB, donc c'est un benchmark que fait Hugging Face. Non, c'est pas Hugging Face qui le fait, mais c'est un benchmark sur toutes les cervelles d'embedding qui sont notées sur différents critères. Donc ça, on n'a pas le temps de le développer, mais c'est très intéressant. Et E5 est le meilleur hein, du dernier classement.
Mais E5, en fait, le problème, c'est que j'ai rencontré avec toutes les plateformes, c'est que sa taille maximale d'entrée, c'est 512 tokens. On peut lui envoyer que 512 tokens. Oui. Et donc, vous avez des systèmes RAG qui n'arrivent pas à découper à 512 tokens. Donc, j'ai même posé des tickets dans les différents GitHub des systèmes RAG pour leur signaler et puis pour arriver à ce qu'ils corrigent tout ça. Voilà. Alors grande question aussi au moment où je mettais en place tout ça, c'était quelle méthode de chunking est la meilleure? Parce que vous avez donc OpenWebUI, alors là, vous ne pouvez pas trop vous poser la question parce qu'il découpe en token. Vous avez par exemple Ragflow qui a plein de méthodes de découpage. Donc, ça, c'était une des grandes questions. Donc, en fait, alors je vais vous représenter, vous reprojeter le. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, par exemple, Ragflow, pour regarder les lignes Ragflow, hein, vous voyez, vous avez le découpage de type paper, le découpage de type book, le découpage de type général, je ne sais pas où il est, Ragflow général, voilà. Vous avez tout un tas de stratégies de découpage. Et ben, évidemment, c'est toujours pareil, quand on veut paramétrer ces outils, on se demande bien lequel prendre. On se dit, est-ce qu'il y en a un vraiment meilleur qu'un autre, etc. Bon, ben, le constat que je fais, c'est que le simple découpage en token avec un recouvrement de 10 à 20%, eh bien, et apparaît dans les premiers. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les découpages compliqués par de type sémantique et tout ça, ils n'apparaissent pas en premier dans cet essai-là. Voilà. Donc, après, donc, alors, voilà. Alors, la méthode de découpage par token avec recouvrement est la meilleure jusqu'au rang 12. Vous voyez, donc les 12 premiers. Alors, 250 tokens avec 50 tokens de recouvrement, ça fait 10%. Et c'est une valeur usuelle que vous allez trouver dans tous les systèmes de RAG. Alors, pourquoi donc 250 tokens, en anglais, ça fait à peu près 1000 caractères. Bon. Pourquoi est-ce que... Alors, c'est les valeurs par défaut que vous trouvez partout. Mais justement, je voulais savoir, est-ce que si on change cette valeur-là, on a des résultats différents? Eh bien oui, parce que par exemple, j'ai fait un test avec 800 tokens et un recouvrement de 20%, donc 800 tokens et 80 tokens de recouvrement. Et en fait, c'est défavorable par rapport à 250 et 50 de recouvrement. Parce que le test de la config Verba, 3 articles, BGEM 3 en embedding, Gemma 327B en LLM génératif de la réponse, et au rang 16, alors que le 250 tokens, 50 de recouvrement, est au rang 27, avec 800 et 80 tokens, donc de 16 à 27. Donc, il y a une valeur. Là, en fait, ce fameux découpage entre 500 et 800 a une influence parce que c'est les deux exactement même système, même cervelle d'embedding et même LLM de génératif. Eh bien, on n'a pas du tout le même résultat au classement. Voilà. Donc, il y a donc forcément une valeur de découpage optimale à trouver. Pour ne pas ajouter du bruit dans la sémantique du morceau que l'on découpe, du morceau de texte, selon le modèle d'intégration et le type de question. Alors, donc ça, c'est sans doute quelque chose que je vous présenterai dans une autre session. Donc là, je vais me mettre à prendre la même config de configuration d'un RAG, et puis je vais faire sur 3 articles, découpage à
20 tokens, 30 tokens, 40 tokens, 50 tokens, 100 tokens, etc., etc. Et puis j'ai envie de tracer la courbe en fonction de la note obtenue aux fameuses 15 questions. Parce qu'à mon avis, il y a forcément une valeur optimale et qui doit dépendre des articles, hein. Ça, c'est à peu près sûr. Voilà. Donc, le re-ranker, donc le LLM de re-ranker, de reclassement joue un rôle important. Car le premier sans re-ranker avec 108 articles est au rang 11. Voilà. Donc, le re-ranker, ça intervient après la récupération. En fait, on récupère des choses et on demande à un LLM de re-ranker de faire un classement de ce qui lui apparaît le plus pertinent dans tout ce que l'on a récupéré. Voilà. Donc, évidemment, quand vous avez plein de données noyées au milieu de tas d'autres, avec des choses qui peuvent être assez similaires, quand on fait une recherche vectorielle, eh ben, le re-ranker, lui, il peut quand même améliorer, c'est-à-dire il peut favoriser certaines récupérations aux dépens d'autres. Donc le re-ranker fait gagner un rang, même avec 3 articles, pour une même configuration de RAGflow entre les rangs 3 et les rangs 4. Donc ça, on le voit hop, ici, rang 3 et rang 4, c'est ici. Vous voyez que là, c'est RAGflow 67P, 3 articles général, c'est exactement la même conf, sauf que cette ligne-là, il y a le re-ranker, ben, il a gagné un rang. Voilà, donc alors sur la notation, c'est un demi-point, hein, donc c'est pas si énorme, mais si vous avez une base de données avec des articles sur des domaines très différents, ou sur un domaine avec des parties moins spécialisées que d'autres, évidemment, le re-ranker risque de jouer son rôle et vous sortir l'aiguille dans la meule de foin. Sur la récupération, donc, on constate que toutes les plateformes de RAG sont bonnes si elles sont bien configurées. Et puis après, il y a tout un tas d'autres fonctionnalités selon les RAG. Voilà. Donc ça, c'est un peu les résultats de l'analyse de ces 50 configurations différentes, des cervelles différentes, des LLM génératifs différents, etc., etc. Donc ça, je sais pas, j'ai mis à peu près 1 heure pour le faire. Puis après, je me suis dit, on va voir, on va prendre Gemini 2.5 et puis on va lui dire, voilà, un prompt, tu es un spécialiste des RAG, data scientist, voici un tableau comparatif évaluatif d'une conversation identique, etc. Je lui explique tout ça. Je lui explique ce que contient mon fichier Excel et je lui demande de tirer une analyse. Donc, peux-tu analyser en profondeur ce tableau, dégager quelques observations et conclusions? Voilà. Et eh bien, en espace de 5 secondes, il m'a fait quelque chose qui est loin d'être mauvais. Et assez détaillé. Voilà. Donc, on va pas tout détailler, mais là, j'ai fait un copier-coller. Voilà. Donc, vous voyez, il m'a découpé ça. Donc, ça, c'est le prompt. Analyse, observation détaillée, impact crucial, taille, spécificité de la base de connaissances, les observations majeures, les conclusions, l'influence du LLM générateur. Vous voyez, il a bien sorti que DeepSeek Chat V3 est utilisé dans la majorité écrasante des configurations les mieux classées, au rang 1, 2, 3, 4, etc., etc. Il a vraiment été gratté dans les résultats, quoi. Enfin, c'est quand même assez bluffant, hein. Voilà, d'autres LLM comme Mistral Small 24B, GPT-4, DeepSeek R132, Gemma 327B apparaissent plus en bas dans le classement, avec des performances variables, mais également généralement inférieures à celles obtenues. Voilà, etc., etc. Conclusion. Pour cette tâche, les configurations spécifiques, c'est avéré le LLM plus performant, voilà, associé à un bon système de récupération. Voilà, le rôle des rankers, vous voyez, hop. La stratégie d'intégration, d'embedding. Les modèles d'embedding BGN3, Multilingual E5 sont présents dans de nombreuses configurations et performantes. La stratégie Raptor utilisée par RAGflow semble très efficace, ce que l'on sent bien au rang 3 et 4. Voilà. Donc lui, en 5 secondes, il a fait presque sans doute mieux, enfin peut-être pas mieux, mais
allez, je reste très modeste, donc on peut dire qu'il a fait quasiment mieux que moi en 5 secondes, alors que j'ai mis 1 heure à faire l'analyse de toutes ces données-là. Donc la matrice, elle est énorme, hein. La matrice, attendez voir, je vais vous la. Alors ça c'est les questions-réponses. Donc si je vais vous faire voir toute la matrice notée par David. Est-ce que c'est ce fichier Excel? Voilà. Donc ici, vous avez donc les questions. Ici, vous avez la configuration, une ligne par configuration. Vous avez les réponses des RAG à chaque configuration question. Vous avez la note que j'avais donnée moi au début entre 0 à 5, quand je l'avais fait, quand j'avais commencé à le faire avec 5 configs différentes. Voilà. Donc là, vous avez les 50 configurations. Donc, vous voyez, notez tout ça de manière un peu uniforme nous-mêmes. Bon, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'étais incapable de faire. Voilà. Hein. Donc, c'est énormément de texte, énormément de données. Bon, je trouve que c'est une application des LLM intéressante. Voilà, bah, écoutez, je crois que j'en ai terminé. J'en ai terminé. Voilà, si vous avez des questions. Donc, c'était une petite intro du travail de David. Oui, alors après, pour ceux que ça intéresse, donc l'idée que ce que l'on voulait faire, c'était Ouais. faire une sorte d'atelier un peu pour les techniciens. Donc voilà, alors typiquement, quel moteur framework d'inférence de cervelle est utilisé? Donc comment, vous voyez des tests, donc là on rentre dans la technique. Voilà, comment on lance donc une inférence donc avec VLLM sur un PC local. Hein. Tout ça, ça marche très bien sur son PC. Il suffit d'avoir un GPU donc pour faire tourner. Là, bon, c'est un exemple où je lance, vous voyez, je lance Phi 3. Donc et ensuite, on peut simplement avec un curl, avec la commande curl, faire une requête. Donc, on fait une requête sur la machine en localhost, hein, c'est-à-dire la machine locale, sur cette URL-là. On lui explique qu'on veut faire une requête sur le modèle Phi 3. Et puis ensuite, on lui envoie le message, le rôle user, le contenu, quelles sont les planètes du système solaire. Et l'inférence nous répond ça. Voilà, hein, tout simplement. Donc, comment on met en place les outils, les moteurs d'inférence donc de Cervelle. Donc, par exemple, celle de GinFice, aussi TGI, TEI, etc., etc., etc. Voilà. Donc après, on voulait aussi. Enfin, il y a tout un tas de. Oui, ça, je vous en ai parlé. Les benchmarks de modèles d'embedding. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, vous avez le benchmark MMTEB qui va faire une classification. Voilà, donc on voit par exemple E5, là je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez multilingual E5 large instruct ici, c'est le premier. Donc vous voyez il y a tout un tas de notes selon des catégories, sa capacité à retrouver. Bon, tout ça c'est tout détaillé ici dans la présentation, mais c'est quelque chose que l'on fera sans doute. Donc avec un événement spécial, hein, Christophe, on fera quelque Ouais, chose ouais. de. Voilà. Non, mais je vois, il y a Yvan qui pose des questions. Il dit, est-ce que tu as publié ça? Non, Yvan, là, pour l'instant, c'est des datas brutes Ah non, de. non, ouais, ouais, non, non. Là, alors, je considère pas ça. Bon, pour moi, là, c'est un.
c'est un test, hein, c'est-à-dire je ne considère pas ça comme un travail académique, hein. On est bien d'accord, c'est un test que j'ai fait comme ça. En fait, je me suis mis à faire ça devant la multitude de paramètres pour configurer un RAG. Je me suis dit comment le configurer efficacement, quelle est la meilleure config. En gros, c'est ça. Et puis, donc, vous êtes tous au courant, hein, si vous suivez ça, tous les différents GitHub, l'actualité de l'IA, vous avez une version chaque nuit de chaque outil, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Mais, J'ai les idées mais beaucoup plus Yvan, pour claires répondre à maintenant. ta question, Oui. Yvan, pour répondre à ta Oui. question, je vais bosser avec David pour le pousser dans cette voie-là. On va essayer de construire quelque chose un Ouais. peu structuré parce que Ce serait dommage de pas. la disons, démarche est intéressante. Oui, vas-y. Oui, ce serait dommage de pas en faire profiter, enfin, etc. Je pense que c'est un énorme travail et je pense que c'est intéressant d'avoir toute la démarche et puis les résultats. Voilà, qu'on en profite et puis que ce travail aussi puisse profiter à David là, derrière, parce que ça me paraît assez énorme et de toute façon utile. Déjà pour nous dans la communauté, je pense que c'est intéressant de faire ça. Et puis après, il y a des perspectives sur sa grille d'analyse, sa façon d'analyser toutes les réponses. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Ouais, tout à fait. J'ai coupé David. Oui, non, mais alors je vois Olivier qui nous dit attention à ne pas acheter de machine spécifique pour rien. C'est le plus grand impact environnemental du numérique. Toute machine est capable, mais limitée, modèle de vitesse souhaité. Alors, oui. Alors, moi, j'en viens à la conclusion qu'on peut facilement se faire, par exemple, un chercheur sur un domaine, sur une base bibliographique d'articles donc qui lui est propre à son domaine. Il peut se faire ça assez facilement sur sa machine. Après, moi, de mes observations, il est clair qu'il faut quand même un gros LLM génératif pour générer la réponse, quoi. Enfin, la qualité, je trouve, est quand même bien meilleure si on va taper DeepSeek, si on va taper GPT-4o sur Azure AI ou directement chez OpenAI. Après, le problème qui se pose là, bon, bah, c'est des articles qui sont connus, c'est publié, etc., etc. Évidemment, quand c'est des sujets ou des papiers qui sont un peu confidentiels, bah, évidemment, il ne faut pas aller faire des requêtes sur DeepSeek, quoi, hein, ça, Mais, alors, pour tout un tas de choses, voilà, par exemple, voilà, ça c'est mon usage de DeepSeek. Voyez, j'avais mis 10 euros. Et d'ailleurs, je voyais la date arriver. Et Christophe qui me disait tu vas parler dans une semaine ou 2 semaines. Et alors, je m'étais obstiné à essayer d'utiliser Mistral Small 24B sur ma machine. Mais bon, ça prenait beaucoup de temps, hein, déjà, hein, évidemment. Et puis, je me suis dit, tu vas pas y arriver, quoi. Donc, en fait, j'ai pris un abonnement, enfin un abonnement, même pas un abonnement. J'ai chargé 10 euros simplement sur DeepSeek pour faire ce genre de test. Ça va, bon, il n'y a rien de secret, hein, c'est tous des articles qui sont publiés bon, depuis longtemps. Bah, vous voyez, j'ai consommé 3,92 $. J'ai envoyé 7484 requêtes et des lourdes, hein. Je ne sais pas si vous avez vu mes prompts, mais ils sont quand même lourds. J'ai envoyé 15 millions de tokens. Et alors, sur DeepSeek Chat, hein, je n'ai pas utilisé DeepSeek Reasoner. Hein. Et j'ai consommé 3,92 $, quoi. Quand j'ai fait le test sur 4O Azure AI, je peux vous dire que les crédits, je les voyais diminuer à vue d'œil, quoi. C'était Donc vraiment, là, ça fait vraiment. $1 pour 5 millions de tokens. Oui, c'est. Donc, je dirais, tout dépend de ce qu'on a à faire. Hein, ouais. Mais je pense que l'option chinoise, même si on sait ce qu'il y a derrière, hein, c'est pas.
ça vous permet quand même de faire quelque chose. Et puis en plus, regardez, DeepSeek V3 est 50% moins cher et R1 75% moins cher entre 16h30 et 0h30 UT. Là, en plus, mes requêtes, je les lançais pas à ces horaires-là. J'étais à plein tarif quand je les lançais. Donc après, on peut se David, faire. Oui, David, une question de François Rouel, le oui, Brestois. Oui, et il fait presque beau aujourd'hui, on a de la chance. Alors, on est tous d'accord que pour utiliser une IA générative d'une manière générale, il faut connaître le sujet sur lequel on pose la question pour pouvoir être en capacité d'analyser la réponse. Ça, c'est un fondamental. Je me demandais s'il serait néanmoins pas intéressant que David pose un anti-prompt dans sa grille d'analyse, c'est-à-dire une question qui n'a strictement rien à voir avec le sujet, pour analyser comment l'IA oui. répond et si jamais elle déconne. Ah oui, effectivement, très, très bonne remarque, oui. Ouais. Ben, je vais le faire. Oui. Tu me diras, Très, merci. très, très, très bonne remarque, effectivement. C'est un test de plus à rajouter, ouais. Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous voyez d'autres choses. Il y a Olivier oui. qui a levé la main. Olivier, je te laisse la parole. Ouais, bonjour. Désolé, j'ai des mauvaises conditions de connexion là où je suis. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, oui, très bien. Très bien. Ouais. Déjà, ouais, merci pour le travail accompli. Je pense que c'est intéressant, effectivement, de continuer à discuter des questions de choix d'hyperparamètres sur la chaîne de RAG. On voit qu'il y a beaucoup de facteurs d'influence. En fait, moi, je me posais une question sur. Bon, déjà, en fait, j'ai loupé une partie de. Enfin, je t'ai coupé pendant un moment. Sur le Mistral Small, nous, on trouve que le dernier qui est paru est plutôt bon, en fait, hein, très comparable à des modèles plus gros, finalement. Et du coup, j'ai l'impression que ça confirme un peu ce que tu. Enfin, en tout cas, l'étude que tu as faite, ça confirme ça à peu près. Est-ce que t'as pas parlé de la version exacte? Parce il y a deux versions. Il y en a une qui était parue en janvier, puis une qui est parue récemment en mars. Est-ce que t'as pris. Enfin, quelle version t'as pris? Est-ce que t'as pris une version quantifiée ou pas? Enfin, tu Alors, vois, est-ce que. c'est la 24B qui est sur Olama Librairie. Alors, attends, je vais te dire ça. C'est la Ils en 24. sortent une, tu vois, qui s'appelle 24B 2503 pour dire ils l'ont refaite en mars. D'accord, Et elle est un petit peu meilleure, et notamment elle a le multimodal hein, depuis. d'accord. Ouais. Et d'autre part, si tu as pris sur Olama, j'imagine que tu as dû prendre la version quantifiée 4 bits C'est par ça. défaut. C'est ça, Ouais. tout à fait. Ouais. Pour tourner en local sur ma machine, hein. Parce que ma Ouais. machine, donc je ne sais pas si tu as entendu, mais ma machine, c'est une. J'ai que 12 gigas hein, en fait de VRAM. Oui, Hein. d'accord. Voilà. Hein. Donc, alors bon, avec Olama, bon, j'ai 64 gigas de RAM, mais enfin bon, effectivement, au bout d'un moment, on rame quoi. Enfin, Oui. il Oui, faut c'est ce sûr. qu'il faut, quoi. Hein. Mais écoute, je vérifierai, mais c'était avant mars, hein, de toute façon. Donc, Oui, du coup, ça doit être je, celle de janvier alors. ouais, Ouais. je pense que c'est celle de janvier. Ouais, ouais. Ok. Parce qu'en fait, Mais il y oui, a aussi quand même une tendance, tu vois, je trouve, sur les modèles relativement récents en dessous de 70 B. Nous, on trouve que le niveau de rendu sur des modèles un peu nouvelle génération très dense, finalement, se rapproche de très gros modèles pour des coûts d'inférence nettement moindres, en fait. Et donc, sans doute, hein, sans doute. ouais. Ouais, ouais. Voilà, et puis il y a peut-être aussi d'autres. Alors, je sais pas si tu as regardé ça, parce que finalement, sur le test, tu te concentres sur trois articles que tu connais bien, Oui, 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 manifestement, ouais. oui. Est-ce que tu as regardé sur des paramètres comme le top K associé à la chaîne de RAG? Si tu faisais varier ce paramètre-là, est-ce que tu Alors, obtiens potentiellement un champ un peu plus large? Et alors, auquel cas, le rancœur serait meilleur, tu vois, par exemple. oui, oui, tout à fait. Alors, les top cas que j'ai utilisés, tu vois, c'est 5 et 5.
Voilà. Alors là aussi, pareil, il faudrait faire des tests, effectivement. Bon, je parlais que j'allais me lancer dans tout un tas de tests en faisant évoluer le nombre de tokens au niveau du chunking. Euh, mais il faudrait faire effectivement des tests aussi où on fait varier tout ça, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, tu vois, pour avoir fait des tests là-dessus, sur typiquement des documents un peu similaires en termes de. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que dans ta base, on parlait quand même des mêmes thématiques, Oui, thématiques relativement proches. En oui, fait, le fait d'augmenter les top K et d'avoir un ranker qui rebosse derrière sur le fait de bien les sélectionner, bien sélectionner les bons, oui, bah finalement, tu as une sélection qui s'améliore, quoi, finalement. Parce que le RAG lui-même, sur la recherche de base, il t'en retourne 5, ça se trouve, tu aurais répété 20 fois la requête, ils t'en ont trouvé 5 autres, et puis, tu vois, enfin, oui, oui, est-ce que oui, oui. t'as. Ouais, voilà. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, le fait d'avoir, si tu as un ranker qui marche bien, le fait d'augmenter le top K, bah, ça rend le ranker beaucoup plus efficace parce qu'il a vraiment du choix, en fait, entre guillemets. Oui. Mais alors, c'est vraiment, on est au cœur du problème que j'ai eu, hein, bon, et puis je répète en auto-formation, hein, en technicien en auto-formation, c'est que où on place le curseur quoi, dans tous ces hyperparamètres, en fait. Tu vois, c'est vraiment le vrai problème. Et bien souvent, en fait, je m'aperçois même dans les discussions sur GitHub et tout ça, les gens restent avec des paramètres par défaut, hein. Oui, oui, Euh, c'est vrai que l'exploration des hyperparamètres, c'est un champ qui démarre. Enfin, c'est assez expérimental, hein, d'ailleurs. ah Il n'y a ouais. pas de. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. Après, Ouais. le, tu vois, il y a quand même, je trouve, ce point d'inflexion-là à trouver, c'est-à-dire se dire à quel moment est-ce que le paramètre est déterminant ou pas, à quel moment ça sert enfin, on n'a pas de valeur ajoutée à poursuivre. Et du coup, ouais, bah, enfin, en tout cas, là-dessus, sur ces travaux-là, il y a peut-être aussi un autre. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, sur la notation, c'est toujours toi qui as noté les articles, c'est ça? Ah non, Enfin, non, les alors, réponses. Ouais. non, non, Vous non, étiez non. plusieurs, non, c'est ça, j'ai pas entendu. Ouais, alors en fait, au début, j'avais 5 configurations différentes. Donc, 5 configurations différentes fois 15 questions. C'est faisable en comparant comme ça à l'écran dans ton fichier Excel. Bon, ça j'arrivais à départager les articles et à mettre une note, quoi. Mais après, quand je suis arrivé à 10, 20 configurations, je ne parvenais plus. J'y arrivais plus. Donc, c'est là où après, je me suis mis à faire donc des critères de notation, à établir une grille de notation en fonction de critères. Et après, j'ai confié ça à DeepSeek. Voilà. Ouais, Donc, d'accord. voilà. Parce que enfin, moi, personnellement, je ne suis pas capable d'arriver à noter de manière homogène 50 Oui, oui, bien configurations sûr. différentes Ouais. Mm. multipliées par 15 questions. Et en plus, parce que je voulais tester la reproductibilité, donc ma reproductibilité à moi-même aussi, multipliée par 2, quoi. Donc, en fait, c'était, pour moi, c'était un travail infaisable. En fait, il y a aussi un autre. Enfin, bon, après, on fera en discuter, en débattre plus longuement, mais est-ce que en termes d'évaluation, tu as essayé avec d'autres juges, entre guillemets, d'autres LLM juges, ou pas? Et auquel cas, enfin, le truc marrant, c'est que DeepSeek sort en haut et que c'est DeepSeek qui évalue. Enfin, je vois Oui, ce que je veux dire. ouais, oui, non, mais... Voilà. Donc, du Le coup, ça juge vaut est le coup de parti, tu veux croiser dire. peut-être. Ça vaut le coup de croiser. Ça vaut le coup de croiser Ouais, peut-être. ouais, Voilà. ouais, oui. Effectivement, effectivement, non. Non, mais là, je pense, honnêtement, bon, quand on détaille, en fait, quand on va voir, par exemple, cette config et qu'on lit les réponses, euh, on voit que c'est vraiment au-dessus du lot, quoi. Enfin, c'est Oui, vraiment non, meilleur. c'est Ouais, sûr. Non, ouais, mais c'est ouais, blague à part, effectivement. ouais, Je ouais. suis Non, mais d'accord sur le fait que DeepSeek a des vraies qualités, hein. ouais, ouais, Voilà. Mais en tout cas, il y a ce truc-là, tu vois, d'avoir des tests fiables, entre guillemets. je suis d'accord. Le fait de répéter des tests et de croiser avec d'autres modèles, c'est intéressant parce que ça permet c'est de converger vers une espèce d'interprétation consensuelle, entre guillemets, tu vois. Oui, absolument.
C'est comme la proposition de François d'introduire effectivement des réponses complètement à côté de la plaque. C'est effectivement, il faut que j'introduise dedans, par exemple, des notations avec GPT-4o, par exemple. Mais il faut que j'arrive à avoir des crédits Azure. Parce que c'est pas évident. J'ai des tas de soucis pour arriver à avoir des crédits Azure, en fait. Alors, pas au niveau de la fac, hein, mais c'est pour que ça soit affecté dans le bon tenant. Enfin, c'est assez compliqué. On va y arriver. Après, sinon, je profite qu'on discute là. Je Oui. disais en conversation, on a un projet qui s'appelle ILAS pour regrouper des serveurs OSR et la fédération tourne maintenant. On a des modèles qui tournent et du coup, si les gens veulent s'en servir pour des services, pour des tests, etc., on ouvre les accès sans problème. Et, Bah, et puis on ouais, discute, moi, hein, tu vois, si tu veux accéder à ouais, certains modèles. ouais, ça Là, m'intéresse. Ouais. ouais. Ça Moi, m'intéresse. je me suis inscrit, hein, Olivier. Tu m'as dit inscris-toi à telle adresse, je me suis inscrit. Hein, c'est sur le Ragaren, je me suis inscrit. Ouais, alors ILA, c'est autre chose. Hein. ILA, c'est vraiment une Ouais. fédération nationale, D'accord. c'est-à-dire. Et du coup, on va communiquer un peu là-dessus prochainement, mais l'idée, c'était justement de tester le fait qu'on soit plusieurs data centers et distribuer un peu la puissance de calcul et typiquement avoir accès à d'autres modèles. Voilà. Oui, mais ça m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de tester avec Lama, par exemple. Si vous avez du Ouais. Lama, Ouais, parce que du ouais, Lama, j'ai pas tellement effectivement, on testé. a du Lama, ouais. Ouais. Ouais, on a du Lama, ouais. Ouais. Du Lama en Ah, d'ailleurs, c'est 70B ou enfin. ouais, Ouais. c'est ça, tu vois, typiquement, c'est du Lama qu'on utilise pour les tests actuellement sur la fédération. Ouais. Ça m'intéresse. Olivier, Ok. il y a Jacques Barati qui pose la question, combien d'universités sont dans le projet ILIAS en plus des 5 initiales? Actuellement, dernier recensement, il y en a 19 qui voudraient rentrer dans le projet, en plus des 5 initiales. Donc c'est en discussion. Rentrer, ça veut dire contribuer au projet d'une façon ou d'une autre, soit en apportant de la puissance de calcul en opérant un nœud, soit en apportant un effort côté dev, soit pour animer la communauté sur certains sujets. En particulier, moi, je me préoccupe pas mal des questions d'usage et d'impact environnemental. Et il y a des collègues qui sont intéressés par ça dans le projet. Donc, c'est le démarrage hein, pour l'instant. On a plutôt fait un tour. Enfin, on commence à en parler. J'en ai parlé côté VPNUM. On commence à faire un tour de table de qui est intéressé pour rejoindre l'initiative. Et puis de voir aussi si on doit passer à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, en fait, en termes de serveurs et en termes de budget à terme. Il y a une question Comment- d'Yvan. Oui, alors comment est-ce qu'on fait justement? Parce que moi je suis intéressé depuis un moment par ça, donc notre VPNUM, c'est Germain Forestier, je pense que tu connais. Alors, comment est-ce qu'on peut rentrer ou en profiter de l'usage du RAG par ILAS, pardon? Ouais, en fait, pour préciser, ILAS, enfin là, je pense que c'était bien exposé. Hein. Il y a d'une part la partie RAG, donc ça, c'est les services. Et on va tester les services. Après, en dessous, il y a les LLM qui tournent les serveurs d'inférence. ILAS, c'est sur cette partie-là, en fait. On va exposer les D'accord. serveurs d'inférence. Pas le RAG. Et donc, typiquement, tu vois, voilà, le travail que David a fait, il pourrait très bien mettre un serveur d'ILAS et une clé d'API qu'on lui donne et refaire des tests, pareil. Mais c'est lui qui gère les services de sa machine, tu vois. Nous, on ne gère pas de service pour l'instant au niveau d'ILAS. Alors, ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment c'est plutôt destiné, on va dire, entre guillemets, à ceux qui ouvrent des services, quoi, des DSI ou des équipes de recherche ou des gens qui font tourner des programmes qui ont besoin de LLM. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, pour l'instant c'est ça. Après, bon, on est quelques-uns à faire tourner du RAG, hein, OpenWebUI, on a plusieurs à avoir des instances OpenWebUI. Et donc, comme Christophe, hein, moi j'ouvre des accès sur nos instances OpenWebUI à qui veut tester. Et ce qu'on prévoit de faire, c'est faire des instances bientôt dédiées ILAS. C'est-à-dire que il y aura accès à la fédération via une instance spécifique. Mais je pirate un peu l'ordre du jour, Christophe. Non, pas du tout, au contraire. Non. C'est pile poil ça.
L'heure du jour, toi, Yvan, en tout cas, on discute avec Germain hein, sur ce sujet-là. Il est intéressé par le sujet. Et puis, enfin, il travaille là-dessus, ouais, effectivement. Disons que je trouve que ce serait bien qu'il y ait effectivement une solution plus ou moins, si elle n'est pas nationale, au moins interuniversitaire, avec laquelle on pourrait profiter. Bah, là, dernier recensement, en tout cas, au niveau de Rennes, on a ouvert des instances pour 94 établissements. Donc, je ne sais pas combien on est en France, mais ouais, j'ai pas fait une carte d'ailleurs, je devrais faire ça. En tout cas, bah, d'ailleurs, il y en a une hein, pour l'UHA. Donc, il faut demander à Germain, et puis tu peux y accéder, il n'y a pas de problème. Ok, merci. On a un incubateur au niveau du ministère. Est-ce qu'il pourrait y accéder? Bah oui, Claudio, hein, pas de souci. Ok. En fait, le but là de la phase dans laquelle on est pour ILAS, c'est de tester les usages et de voir comment se comporte la fédération. Ok. Est-ce qu'on en remplit la promesse, hein, parce que l'idée c'est de distribuer la charge au niveau national et d'arriver à servir tout le monde correctement. Donc si vous avez des services que vous opérez, vous avez besoin de puissance de calcul, oui, là pour l'instant on teste, on veut justement avoir des gens qui consomment quoi. D'accord. David peut être un gros consommateur. Bah oui, pas de problème. Ouais. Bah, d'autant qu'il y a des plages, hein, c'est-à-dire si par exemple, David, toi, tu es capable de faire du batch et de programmer tes requêtes à un moment donné, bah, nous, on sait quand on regarde un peu l'historique de consommation de l'infra, on sait qu'à telle heure, il y a des creux et que bah, on fait tourner les serveurs pour rien parce qu'il n'y a personne qui s'en sert. Donc autant qu'il y ait des gens qui s'en servent pour faire des études, quoi. Oui, bah, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Ouais. pour en revenir à ce travail initial entrepris par David, ça serait peut-être aussi intéressant de se coordonner pour voir si c'est intéressant de gratter à plusieurs là-dessus et sur quelle piste, quels paramètres, sur quelle chose on pourrait gratter. Aussi, quand il y a des nouveaux modèles, qu'on ait une procédure, je ne vais pas dire automatique, mais qu'on puisse intégrer le nouveau modèle dans une procédure pour le faire intégrer dans la courbe, pour le faire arriver dans la courbe pour voir un peu où on en est. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde là, dans ce que tu as commencé à faire là, David. Bah, de toute façon, moi, c'était un vrai problème. Hein, quelle valeur remplir, quoi. Soit je laisse les valeurs par défaut, soit j'essaye de gratter. Je pense que ça peut servir à pas mal de personnes, hein, y compris de ce que j'ai lu un peu dans des articles là, dans la littérature. Là, le nombre de tokens, par exemple, le chunking, peut dépendre du type du domaine. Du domaine enfin, du papier, quoi. Enfin, alors là, bon, évidemment, je suis parti sur 3 articles d'astronomie, enfin sur 108 articles d'astronomie. C'est peut-être intéressant de faire par exemple, sur des livres historiques. Donc ça, j'ai la matière pour ce qui est, par exemple, la guerre des Gaules, tout ça. Je peux faire des tests. Mais ça serait sans doute intéressant de faire un peu la même chose avec un autre sujet, avec des papiers en sciences humaines, enfin, en mathématiques, je ne sais pas. Ouais, Mais je suis d'accord, hein, David. Je pense que c'est très campus dépendant parce que il y a pas de raison que les trucs intéressants se retrouvent toujours à la même distance. Peut-être que tu vois en astrophysique, les gens sont assez concis dans la formulation. Il y a d'autres oui, disciplines où on attend beaucoup plus avant d'avoir le fond du discours entre deux passages très, tu vois, où il y a oui, beaucoup de mots, quoi. Ouais. oui. Oui, ça se comprend, effectivement. Hein, oui. Ce que tu dis, c'est effectivement, oui. Mm. Oui, je sais pas, par exemple, faire des tests sur les œuvres de Chateaubriand et puis les œuvres de Molière. Enfin bon, tu vois, enfin, ça doit. Je serais curieux de voir les courbes où ça répond le mieux, quoi. Enfin, est-ce que c'est exactement la même chose? Le chunking est équivalent ou bon, c'est. Mm. Mais c'est vraiment le problème où est-ce qu'on met le curseur en fait avec ces réglages-là. On sait pas. On se dit bon, allez, hop. Puis comme on sait pas, on laisse les valeurs par défaut.
Ok, ben, je pense qu'on a fait une grande discussion. On a fait 2h30. Je crois qu'on a battu notre record. Ah ouais, je crois que c'est le record là, Christophe. Mais bon, c'était très intéressant. C'était très varié cette édition entre Laurence et Avec toi. Laurence, Ça, ouais, deux ah sujets oui. complètement rien à voir. C'est à 180 degrés, mais bon, c'est intéressant. Hein, ouais. Bah, c'est un peu l'idée de ce qu'on fait ici. Donc, l'idée, c'est qu'avec David, on va dépiler un peu ça et puis on va proposer une date ou un doodle pour quand c'est qu'on on va reprendre ça à fond, hein, tout ce qu'il a fait, parce que là, on est passé rapidement, sur une partie des slides. Donc, on voulait présenter une session plus technique de comment on fait quoi. De ce travail-là, hein, c'est ça l'idée, de faire un atelier en quelque sorte. Ouais. Faire un atelier, et puis ce qui serait intéressant, c'est on parcourt les slides, et puis on discute à tous, quoi. Tu vois, on complète les slides, à la limite, on améliore tout ça, on améliore l'exposé, en quelque sorte. Mais bon, ça prend du temps. Ouais. Ou un article, si Yvan, je pense que l'idée d'Yvan est pas mal, parce que je pense qu'il faut poser ça en quelque part. Parce que là, il y a la vidéo, mais ça suffit pas, quoi. Il faut gratter un peu plus, structurer un peu plus le truc, quoi. Ok, merci à tous pour tous ces présentations, ce contenu. Là, c'était riche. Hein. Je ne sais pas si on fera toujours aussi riche, mais là, cette édition a été super riche. Donc, Yvan qui débarque, il dit, mais c'est qui? C'est fou ici, dans cette communauté. C'est toujours comme ça, en fait. Comment? Quand on parle d'IA, souvent, quand on parle d'IA, ça déborde. Hein. Ça déborde, ouais. Là, on a débordé. Ouais, on a pris l'habitude de déborder. C'est pas la peine de faire ça en 1 heure, ça passe plus. Le GTIA initial, il déborde tout le temps aussi. Hein. D'accord. Et il n'y a que à la FUE2 qu'on est au quart d'heure, à la minute pétante. Hein. Fait 1h30 minimum, parce que là, moi, c'est exceptionnel que je puisse rester autant. Vraiment parce qu'on est pendant les vacances scolaires, sans ça. Généralement. C'est un problème. Ou on fait ça le soir pour en avoir du temps, je sais pas. Il y a un truc où il y a les replays, mais c'est pas pareil. Non, mais tu peux essayer de faire un peu plus long, tu vois, comme ça on bloque plus longtemps. D'accord. Je vais partir sur des formats de 2 heures. Je vais partir là-dessus maintenant. Parce qu'à chaque fois, entre l'actu, les invités, et puis si ça plaît, on part en discussion et c'est gênant de. Moi, j'ose pas trop couper parce qu'une fois que c'est embranché. Non, mais les 2 sujets étaient hyper riches, donc c'était dommage de couper les 2 sujets. Moi, je me suis éclaté, donc merci à tous. Très bien, merci à tous et puis à la prochaine. Allez, à la prochaine. Grand merci. Ciao, tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Ah, mais t'étais là, Laurent.